Ça a de la gueule quand même. Tu vois, un truc comme ça, t'en vois qu'un seul dans ta vie, et généralement, tu la prends, tu te la mets au poignet, quoi. C'est le petit Jésus en culotte courte. Sympa. Les copains, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à nous suivre. On a toujours des bons retours avec vous et puis c'est pas mal cool. Pour fêter ça, on va parler Talbin, on va parler un petit peu de... Ouais, je dirais pas biologie. Ouais, c'est un petit peu de la biologie, un petit peu de chimie. On va parler Rolex. Je vous présente tout ça juste après le générique. Alors comme vous le savez tous, on a une spécialité un petit peu à l'atelier du temps, ça va être les références à 4 chiffres chez Rolex. Je suis tombé sur un petit truc assez sympa, je me suis bien pris la tête à le restaurer, mais la pièce en valait tellement le coup. Et puis l'idée en fait c'était de garder le maximum de pièces d'origine parce que des trucs comme ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on en croise un dans sa vie. Ça ressemble à une 5513, ça a la gueule d'une 5513, mais il y a deux petits détails extérieurs qui vous prouvent tout de suite qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie. Ça va être la petite valve à hélium et puis surtout le marquage qui est sur le fond de boîte. Ces marquages-là, voilà, on les trouve avec plusieurs polices d'écriture, tout ça. Là, on parle vraiment du premier marquage. Justement, en fait, il s'agit du marquage Comex. Ça fait partie de notre collection l'atelier du temps. Il s'agit réellement en fait d'une 5514 Comex, première génération. À titre indicatif, on va vous laisser deviner un petit peu le prix, en sachant que pour moi, ces toquantes-là, elles sont absolument pas arrivées à leur tarot. Il y a eu 2 autres générations après celle-là, que moi j'appelle des montres de presse et des montres de pub, parce que t'as marqué Comex dessus, et t'as celle-ci qui est vraiment la première. Qu'est-ce que c'est qu'une 5514 ? On est sur un cadran sérif, donc ces cadrans-là sont sortis en 76. L'appellation 5514 correspond à une 5513 avec une valve à hélium. C'est le moment où on parle biologique et où on parle un petit peu technique. Donc on est dans les années 70. Les mecs ils sont de plus en plus à fond dans la mer du Nord, la Manche, tous ces trucs-là pour aller faire des plongées aux profondeurs. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, on a tous envie de rouler en bagnole et que les bagnoles consomment de l'essence. Et vu que ça consomme de l'essence, faut aller chercher justement du pétrole. Le pétrole, on va le chercher où à cette époque-là ? Justement, en partie aussi dans les plateformes pétrolières. Sauf que le problème, c'est quand tu veux faire un forage, il faut que tu aies des lascars qui puissent descendre. Ça se passe en général à 200-300 mètres de profondeur. Deleuze et Henninger, qui étaient, on va dire, 2 grands potes. Donc Deleuze, créateur de la Comex en 1962, et Henninger, donc le CEO de Rolex dans cette période-là, on va dire les années 70. Les deux se rapprochent rapidement parce que, justement, dans 1936, avec Mercedes Gleitch, Rolex avait fait traverser une Rolex, justement, une Oyster perpétuelle, par la Manche, au poignet d'une plongeuse. Ils ont toujours été un petit peu précurseurs dans tout ce qui était étanchéité, dans tout ce qui était conditions un petit peu extrêmes. On va parler un petit peu des différents types de plongées. Réellement, dans la famille de la plongée, il y a 2 types qui sont vraiment très distincts. Ça va être les plongées bouteilles et les plongées hyperbares. Plongée bouteille, c'est tout simple, tu as ta bouteille, dès que tu descends en profondeur, tu t'arrêtes à des paliers. Les paliers te servent à ce que ton corps accepte la pression, donc la densité de la flotte. Et puis après, dès que ton corps est habitué, tu redescends un petit peu plus profond, Ça te permet des plongées, on va dire, à 100 mètres de profondeur, ou même à 120 mètres de profondeur, mais tu ne peux pas aller plus loin car tu es limité en termes d'oxygène et en termes de pression. Pour le deuxième truc, c'est ce qu'on appelle la plongée en saturation. La plongée en saturation, c'est que tu vas arriver dans un caisson hyperbar à une profondeur donnée, et ce caisson hyperbar va te faire augmenter la pression pour que ton corps s'habitue à de plus grandes plongées, ce qui te permet d'aller plus profond, plus longtemps. Le truc qui va être chiant, c'est que justement, il faut que tu t'accoutumes à cette pression, et il faut que tu te désaccoutumes à cette pression. Donc pour une plongée de 12 heures, comme ce que plongeaient les mecs de la Comex à l'époque, tu vas avoir une immobilisation de la personne pendant 3 semaines. 10 jours d'immobilisation en caisson hyperbar pour pouvoir descendre à ta profondeur. Tu vas faire ta journée de plongeon, tu vois, où tu vas pouvoir kiffer, balader dans les conduits, et puis scruter le fond marin. Tu vas remonter 10 jours où tu vas t'acclimater à la pression supérieure, et après tu pourras ressortir, t'auras pas de problème, t'auras pas de maladie, t'auras pas de truc, et si tout se passe bien, ta femme elle t'embrasse quand tu rentres le soir. Dans ces caissons hyperbares, on y met de l'hélium. Pourquoi de l'hélium ? Car il est beaucoup plus facile pour ton corps d'accepter les grandes pressions avec de l'hélium. C'est dit très vulgairement, mais au moins tout le monde comprend. Sauf que le problème, c'est que l'hélium passe à travers les joints, car c'est beaucoup plus fin clair. Même si ta montre est étanche à 200 mètres, l'hélium passe quand même à travers les joints. Donc quand tu sors ton caisson hyperbar pour pouvoir aller nager, véritablement t'as une grenade au poignet, car l'hélium cherche tout de suite à s'en aller. Et là, mon pote, accident de plongée, c'est ce qui s'est passé avec Cousteau dans les années 60. Et c'est justement pour ça que Deleuze
et Henninger ont fait un partenariat ensemble, ont créé cette valve à hélium automatique pour justement éviter que l'hélium reste emprisonné et après fasse exploser les verres et te permette des accidents de plongée. Donc voilà pour la petite partie physique-chimie. Si tu viens juste de reconnecter sur la vidéo, c'est là où ça commence à vraiment devenir intéressant et c'est là où on parle de toquante. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ces Rolex Comex ont été livrés en 1976. Moi, personnellement, en tant que collectionneur, c'est typiquement le genre de pièce que je recherche parce que déjà d'une, c'est très peu produit. De deux, c'est gavé de charme et de trois, c'est pas ostentatoire. Bon, t'as quand même une Rolex Submariner au poignet. Mais par contre, t'as une toquante qui vaut un bras coupé et demi et qui a même pas été sortie à 50 unités. Parce qu'en fait, quand ils sortent cette montre-là en 1976, elle vient avec, on va dire, 3 ranges. 3 évolutions notamment, enfin très notables sur ces toquantes-là. Ouais, j'ai la chance d'avoir trouvé la première génération qu'on appelle la 5514 petit numéro. Pourquoi petit numéro? Parce que l'inscription qui est sur le fond de boîte est un petit numéro gravé. Le cadran, c'est un cadran sérif. On voit en plus dessus, tu vois, que tu as eu un petit accident de plongée ou peut-être que la montre a pris la flotte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand les mecs font de la plongée, quand la Comex fait de la plongée avec ces pièces-là, c'est là où tu te rends compte un petit peu que Rolex était un petit peu des furieux. C'est que juste grâce à cette valve à hélium, donc qui rajoute un point de fuite, les mecs, ils avaient quand même les couilles de descendre à plus de 300 mètres et se barrer dans des caissons hyperbares pendant plus de 3 semaines où les mecs ils voyaient pas leur bonne femme, ils voyaient pas leur gosse et je pense qu'ils savaient surtout pas s'ils allaient résister à ces trucs là. Les profondeurs c'est vraiment un truc qu'on arrive à gérer depuis une trentaine d'années, mais à cette époque là il fallait avoir une sacrée paire de burnes. Donc voilà pour ce qui est un petit peu du côté histoire de la Comex. On a un historique qui est limpide. Quand tu vois l'état mécanique dans lequel elle était, c'était un petit peu critique, hein. C'est à dire que j'ai mis 2 jours à la restaurer. Tout était un peu merdique et moi ce que j'aime beaucoup sur cette montre, t'as des petites stigmates du passé, c'est que justement en fait, t'as les 2 encoches parce qu'elle n'a pas dû être ouverte que par Blanqui, l'horloger officiel de la Comex. Tout le monde connaît, hein, normalement, t'as un système de verrou chez Rolex qui sert justement à attraper bien comme il faut le fond de boîte. Là, justement, voilà, ils ont fait ces 2 petites encoches pour peut-être faciliter l'ouverture de la montre. Et des petits détails comme ça, moi, je trouve ça super cool parce que ça fait partie de la vie de la toquante. La 5514 Comex, c'est une pièce qui a été produite à 250 unités. Il y en a qui disent que les Comex ont été produits jusqu'en 92, les vrais. D'autres qui disent que c'est jusqu'en 2004. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est jusqu'en 2004, car la 16610, c'est une toquante qu'on peut attribuer à la Comex. On est à peu près sur une production totale de 1400 à 1800 pièces et sur le marché on en a recensé à peu près 3000. Pourquoi autant de fausses? Parce que justement c'est l'histoire de Rolex, c'est ce qu'a toujours voulu défendre Rolex, c'est-à-dire les profondeurs, les étanchéités. Celle-ci c'est la vraie créatrice en fait de la légende et donc comme je disais tout à l'heure, 50 unités de produites en 1976, donc avec un petit range, c'est ce qu'on appelle les petits numéros, et ces montres n'ont pas le cadran signé Comex, c'est-à-dire que là on est vraiment sur les prototypes des valves à hélium et c'est ce qui va nous amener justement à ce 3e chapitre qui est le Talbin. D'après vous, combien ça coûte un truc comme ça? Le marché, et c'est là où je comprends pas, est plus porteur sur un cadran signé Comex. C'est des montres publicitaires. Celle-ci, c'est pas une montre publicitaire, c'est le prototype Comex. Donc pour un truc comme ça, en fait, réellement, sur les 5514, gros numéro avec le cadran signé Comex, si je te dis pas de conneries, il y en a une qui a fait pratiquement 300 000 chez Philips l'année dernière. Sur les 2e générations, donc qui sont tout aussi chères, t'es pratiquement pareil à, on va dire, 200, 250 000. Sur un modèle comme ça, t'es à peine à 200 000. Et c'est là où ça devient intéressant, justement, si toi, t'es comme moi et que t'aimes porter des toquantes dans le cul, et sans que ça se voit et sans que ça se sache. Et c'est un truc qui va forcément monter parce que on regardera un petit peu dans l'histoire, hein, les pré-Submariner, les pré-Daytona, à l'heure actuelle valent plus cher que les modèles emblématiques. Tout ce qui est pré-série, tout ce qui est dissimulé, ça vaut des tunasses, mais des tunasses comme il faut. C'est bien fait, ça raconte une histoire, ça a vécu au poignet du mec. C'est ce que j'appelle une montre sortie du cul du plongeur, quoi, parce que il n'y a pas eu 50 étapes entre l'achat de la montre plus la vidéo qu'on est en train de vous faire. C'est-à-dire qu'on a pris la montre au plongeur, on l'a restaurée, on vous la présente aujourd'hui. Le seul truc qui a été changé et qui n'est pas d'origine à la montre quand je l'ai acheté, réellement, c'est le verre. Pourquoi? Parce que le verre, au moins, tu vois bien à travers et puis tu mets un beau verre d'origine. Ça a toujours une petite gueule. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu parce que voilà, je me suis dit, on va parler un petit peu de tout, quoi. On va revenir sur le banc de l'école, on va apprendre un petit peu la finance et puis on va apprendre aussi un petit peu ce que c'est qu'une montre. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur cette petite chaîne et sur notre compte Instagram et sur notre compte Facebook et sur notre site internet. J'espère que tout ça, ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous. Il y a énormément de choses dont on va parler
pour ces nouveaux formats de vidéos. Je vous dis à bientôt. Et vous allez me manquer, hein. Vous allez me manquer de ouf. Et cette montre aussi, putain, va me manquer parce que c'est... Oh shit, here we go again. Tu sais, moi, ce que j'aime sur une toquante, c'est vraiment quand tu peux te perdre dans son cadran. Puis tu peux t'imaginer toutes les histoires qu'elle a racontées. Et voilà. Et moi, j'adore les histoires, comme vous pouvez l'entendre. Je vais pas me faire chier plus longtemps avec ma toquante parce que je pense que je vais aller aux toilettes avec un paquet de mouchoirs. Et ouais, je vous dis à tantôt.